48 heures ont fissuré 20 ans d'immobilité, un choc bref qui renversa toutes les attentes régionales. Deux chiffres, si ordinaires en apparence, révélèrent un écart immense entre la patience imposée et l'initiative locale soudain assumée. Alors, que signifie réellement pour le public ce basculement où Ibrahim Traoré transforme une attente résignée en méthode anticipatrice capable d'agir avant le danger? Et si cette accélération fulgurante annonçait l'ouverture d'une souveraineté testée pour la première fois à pleine échelle? L'offensive éclair d'octobre 2025 n'a pas seulement surpris par sa vitesse. Elle a révélé un principe simple mais décisif selon lequel une région peut redéfinir son propre tempo lorsqu'elle parvient à maîtriser ses données, ses transmissions et ses marges d'action. Cette transformation offre un cadre décisionnel plus rapide et plus cohérent, ouvrant une nouvelle manière pour le public de comprendre à la fois les risques et le potentiel de chaque mouvement stratégique. La promesse centrale est limpide. Si la cohérence interne se renforce, le Sahel peut cesser d'attendre des impulsions extérieures et agir enfin selon sa propre logique. Ce déplacement des règles du jeu n'a rien de théorique. Il redéfinit les enjeux de sécurité, d'autonomie et de stabilité pour les mois à venir. Et c'est là que naît la tension principale. Si l'équilibre actuel repose sur une méthode nouvelle, cette méthode pourra-t-elle vraiment se maintenir sous une pression croissante? Les premiers signaux indiquent une dynamique prometteuse, mais c'est la résilience structurelle qui déterminera la durabilité réelle de la victoire. Deux faits émergèrent presque simultanément et constituèrent le premier. Un signal intercepté avant l'aube du 2 octobre 2025, puis un ajustement discret dans la manière dont les états-majors sahéliens interprétaient leurs propres données. À ces deux éléments s'ajouta une troisième mesure capitale, l'inversion temporelle du danger, où la menace cessait enfin de dicter la chronologie de la décision, bouleversant ainsi un schéma vieux de 20 ans. C'est dans ce glissement silencieux que prit forme une stratégie structurée autour d'une lecture locale du terrain. Les capteurs régionaux relevaient des mouvements atypiques près des frontières, des dépôts de carburant surgissant comme des points chaudes, et des assemblages épars que les systèmes d'alerte interne détectaient désormais sans dépendre de filtres extérieurs. Le désert, en apparence immobile, révélait en réalité une activité nouvelle née d'un patient travail de réappropriation du territoire. Cette dynamique transformait progressivement un espace longtemps enduré en un espace maîtrisé. Au centre de cette recomposition se détachait une figure, Ibrahim Traoré, non pas comme un chef omniprésent, mais comme le garant d'un cadre décisionnel permettant aux unités locales de peser chaque mouvement selon la logique du terrain. Dans une salle nue de Ouagadougou, éclairée par une ampoule frémissante, il rassemblait régulièrement ses commandants autour d'une carte usée. Rien de spectaculaire. Seulement une méthode faite d'observation continue, de partage de charges et de décisions collectives. Par cette approche répétée, la région gagnait ce qui lui avait manqué des années durant, une cohérence d'action. Les premiers signes de transformation apparurent dans des scènes modestes. À Bamako, une équipe de jeunes techniciens mit au point un réseau radio chiffré capable de remplacer les systèmes importés qui ralentissaient les transmissions. À Niamey, un atelier improvisé assembla les premiers drones sahéliens, dont les vols d'essai au-dessus des dunes confirmèrent qu'une autonomie jugée hors de portée pouvait naître de moyens simples mais rigoureusement organisés. Ces micro-mutations, dispersées mais convergentes, bâtirent la toile de fond de l'offensive d'octobre, une région qui, pour la première fois, agissait selon sa propre lecture du temps et de l'espace. Au cœur de la dynamique naissante, une figure servait de guide méthodologique pour l'ensemble des unités sahéliennes. Un officier burkinabé habitué au terrain hostile, dont la régularité plutôt que la mise en scène inspirait une forme nouvelle de discipline collective.
Son rôle n'était pas d'imposer un récit, mais de créer un cadre où chaque commandant pouvait anticiper plutôt que réagir. Cette approche, structurée mais sobre, fit naître une cohérence rare dans un espace marqué par des décennies de rupture. Sous son impulsion, les premiers effets tangibles émergèrent dans des situations apparemment ordinaires. Dans un village frontalier, l'installation d'une simple antenne locale réduisit le délai d'alerte de plusieurs minutes, permettant aux patrouilles de se repositionner avant que des mouvements suspects ne prennent forme. Ce gain modeste en apparence modifia pourtant la psychologie des équipes qui voyaient pour la première fois leurs propres outils produire une différence immédiate. Dans une base avancée du centre du Mali, un protocole d'échange de données testé pendant 3 semaines permit de synchroniser les transmissions malgré les perturbations climatiques. Les officiers remarquèrent que la réduction des silences radio, même de quelques secondes, renforçait la confiance interne et diminuait les hésitations opérationnelles. C'est dans cette agrégation d'actes précis que la méthode s'enracinait. Les soldats n'exécutaient plus une stratégie étrangère, ils participaient à une logique qu'ils reconnaissaient comme la leur. Ibrahim Traoré n'apparaissait alors qu'en filigrane, garante de la stabilité du cadre plutôt que moteur d'un commandement centralisé, et cette distinction renforçait la durabilité de l'ensemble. Ainsi se dessinait une question essentielle, portée par l'expérience du terrain. La cohérence précoce crée-t-elle une avance durable? L'embrasement commença avant l'aube. Les unités sahéliennes avaient déjà consolidé leur position, guidées par des signaux interceptés quelques heures plus tôt. Les transmissions locales s'alignèrent en quelques instants, révélant un paysage où chaque mouvement ennemi semblait perdre sa cohérence initiale. À cette étape, l'anticipation dominait, fruit d'un an d'apprentissage patient. Le déclenchement paraissait inévitable. À 04h30, l'ordre d'activation partit, bref, presque chuchoté, mais immédiatement assimilé par l'ensemble des postes avancés. Les radios locales relayèrent l'instruction sans délai, confirmant que la chaîne interne fonctionnait désormais sans dépendance extérieure. Les premiers drones sahéliens, assemblés dans des ateliers précaires mais précis, montèrent dans le ciel glacé du désert. Leur vol demeurait calme, presque anormalement calme. Sous leurs caméras, les signatures thermiques ennemies apparaissaient comme des constellations perturbées, dévoilant des lignes logistiques souvent restées invisibles les années précédentes. À 05 00, les batteries SR5 du Burkina Faso rugirent. La première salve frappa les motos, pivot essentiel de la mobilité ennemie. La seconde pulvérisa les dépôts de carburant, révélant une vulnérabilité rarement exploitée jusque-là. La troisième détruisit les tentes de commandement, imposant un silence brutal aux relais tactiques adverses. Chaque tir suivait un protocole commun défini entre Bamako, Niamey et Ouagadougou. Aucun appui extérieur, aucun intermédiaire. L'action était entièrement sahélienne, méthodique, assumée. Le climax se dessina autour de midi. La colonne principale ennemie, autrefois réputée insaisissable dans ce vaste espace désertique, devint soudain aveugle. Les drones maliens ajustaient les trajectoires en fonction des perturbations visibles sur le terrain. Les unités nigériennes verrouillaient les axes. Les soldats burkinabés avançaient sous couvert des dunes, focalisés sur la protection de leur propre territoire. Dans les villages voisins, les habitants se réveillaient sous un grondement sourd. Les relais adverses étaient détruits, les routes coupées, leur champ d'action se rétrécissait minute après minute. La mécanique AS, intelligence rapide, mobilité permanente, unité décisionnelle, révélait toute sa puissance. Les corrections se faisaient en quelques secondes. La coordination n'était plus théorique, elle se matérialisait dans chaque geste. Ibrahim Traoré réitérait une ligne directrice devenue doctrine: définir le champ d'action avant que l'ennemi ne le fasse. Ce principe
autrefois difficile à appliquer, se concrétisait désormais dans un environnement redessiné par les outils locaux. La dérive ennemie s'accentua au fil des heures. Des zones supposées sûres devinrent soudain inaccessibles. Les tentatives de regroupement échouèrent. Les transmissions adverses, brouillées et fragmentées, ne parvenaient plus à suivre la cadence imposée par les forces sahéliennes. Dans ce contexte, chaque seconde gagnée renforçait l'avantage local, consolidant l'idée qu'une autonomie longtemps jugée fragile pouvait devenir un levier décisif. Au crépuscule, la fumée recouvrait Tindiban. Les soldats épuisés mais lucides comprirent que quelque chose d'irréversible avait eu lieu. Les 20 années d'humiliation opérationnelle semblaient s'effondrer en 48 heures. Les villages du Nord s'appuyant désormais sur les radios locales plutôt que sur les bulletins extérieurs. Le récit changeait de main. Il redevenait sahélien, aligné avec les choix du terrain. La question qui demeurait, suspendue au-dessus de cette victoire fulgurante, tenait en une ligne. La vitesse peut-elle devenir un socle durable? Le changement de rythme sahélien apparaissait d'abord dans un contraste simple, un baseline ancien marqué par la lenteur, la dépendance et les alertes mal synchronisées, suivi d'un delta fulgurant où chaque décision locale semblait gagner plusieurs heures sur l'ennemi. Cette transformation, longtemps jugée improbable, reposait pourtant sur des éléments précis, mesurables et répétés. Elle formait le socle d'un modèle opérationnel qui ne relevait plus de l'intuition, mais d'une architecture patiemment éprouvée. Le premier indicateur confirmait cette rupture. Plus de 120 positions ennemies avaient été neutralisées en moins de 48 heures. Là où les opérations régionales exigeaient autrefois plus d'une semaine, cette dispersion rapide révélait une exploitation fine du terrain, rendue possible par un maillage construit au fil des mois. La phrase de résolution, strictement explicative, en donnait la clé. La vitesse résultait d'une circulation d'informations enfin cohérente. Cet alignement nouveau entre données, capteurs et équipes locales transformait la perception du champ de bataille, permettant d'agir avant que les marges adverses ne s'élargissent. Le deuxième indicateur élargissait encore cette lecture. Une zone d'opération d'environ 100 ga, anciennement considérée trop vaste pour une coordination strictement sahélienne. Pourtant, aucun satellite étranger n'avait participé à l'analyse. L'ensemble reposait sur une architecture radio unifiée et sur des drones désarmés, utilisés comme amplificateurs et relais de portée. Cette étendue rendait tangible une autonomie que beaucoup jugeaient inaccessible dans un espace aussi instable. La phrase explicative l'exprimait nettement. L'extension prouva que la logique sahélienne dépassait ses limites habituelles. Le troisième indicateur portait sur les vies humaines, des pertes civiles inférieures à 3%, un taux inédit pour une offensive de cette intensité. Cette retenue tenait à la sélection minutieuse des cibles, au flux d'images stabilisées et vérifiées en continu, ainsi qu'à la discipline des unités réparties entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. L'enjeu n'était pas statistique, mais humain. Chaque point de pourcentage représentait des villages préservés et des familles épargnées. La phrase explicative fixait ce sens. Le taux montrait une discipline opérationnelle rarement observée auparavant. Ces trois mesures, prises ensemble, formaient un ensemble cohérent, signe d'un système enfin capable de fonctionner sans rupture interne ni dépendance à des cadres imposés. Elle validait une année d'expérimentation technique menée entre les trois capitales sahéliennes et illustrant l'évolution d'un réseau chiffré résistant au brouillage extérieur. Chaque antenne artisanale, chaque carte radio redessinée et chaque protocole éprouvé sous pression participaient d'un même mouvement,
celui d'une autonomie qui, d'hypothèse fragile, devenait une réalité fonctionnelle. Pour les soldats burkinabés, maliens et nigériens, ces chiffres n'étaient pas seulement des données fixées sur un document. Ils constituaient la preuve que leur effort rejoignait enfin une logique mesurable, stable et reconnue. Et dans cette architecture, Ibrahim Traoré assumait un rôle particulier, non pas celui d'un commandant centralisateur, mais celui d'un garant, protecteur du cadre où ces indicateurs pouvaient véritablement exister. La conclusion se dessinait d'elle-même, suspendue au-dessus des données. Un modèle cohérent peut-il devenir un standard régional? L'offensive sahélienne d'octobre 2025 suscita rapidement deux lectures opposées, chacune appuyée sur des éléments concrets du terrain. La première considérait la victoire comme la démonstration la plus aboutie d'une souveraineté retrouvée. Une région longtemps dépendante avait enfin prouvé qu'elle pouvait définir son propre champ d'action, synchroniser ses forces et instaurer un tempo qui ne dérivait plus des modèles extérieurs. Les 120 positions neutralisées en moins de 48 heures, la coordination sur 600 horizons et le taux de perte civile inférieur à 3% soutenait cette vision. La cohérence émergente semblait confirmer qu'une stratégie centrée sur l'analyse locale et la mobilité permanente pouvait rivaliser avec les cadres importés, souvent trop lourds et trop lents pour un environnement aussi mouvant. La seconde lecture posait en miroir un regard plus inquiet. Elle craignait que cette efficacité fulgurante n'entraîne une concentration excessive du pouvoir militaire, au risque d'étouffer progressivement les contre-pouvoirs civils. Certains observateurs redoutaient que la rapidité décisionnelle, si elle devenait un modèle permanent, ne transforme la logique d'urgence en logique structurelle. Le risque évoqué résidait dans la fragilité institutionnelle. En renforçant les structures opérationnelles, la région ne consolidait-elle pas aussi un système potentiellement vulnérable aux dérives autoritaires ou à la personnalisation du commandement? La question persistait, d'autant que l'histoire sahélienne avait déjà connu des basculements soudains, parfois suivis d'instabilité prolongée. La réponse à cette opposition exigeait toutefois une mise en perspective fondée sur les données disponibles. Les critiques reconnaissaient rarement que l'autonomie sahélienne ne reposait pas sur une verticalité accrue, mais sur un réseau de protocoles partagés, d'alertes locales unifiées et d'outils techniques conçus pour réduire la dépendance extérieure plutôt que renforcer une centralisation interne. Les trois indicateurs majeurs, vitesse, étendue, précision, montraient une discipline collective plutôt qu'une emprise solitaire. La cohérence de l'offensive ne s'expliquait pas par une autorité unique, mais par une chaîne d'équipes capables d'agir dans un système où chaque maillon disposait d'un cadre clair. Cette distinction, souvent négligée, renversait le débat. La puissance observée ne résultait pas d'un excès de contrôle, mais d'une redistribution des responsabilités qui rendait l'ensemble plus stable. L'autonomie bascula d'un coup. Au milieu de l'opération, un détail minuscule devint déterminant. Pour la première fois, les armées sahéliennes synchronisèrent leurs frappes et leurs déplacements en temps réel sans dépendre d'aucune architecture extérieure, transformant une réaction fragmentée en une chaîne continue presque organique. Les drones maliens guidaient, les unités nigériennes verrouillaient et les batteries burkinabées ajustaient dans un mouvement où chaque geste répondait instantanément au précédent, révélant une cohérence jamais atteinte auparavant. À cet instant précis, Ibrahim Traoré comprit que la bataille avait déjà changé de nature, car la région n'agissait plus selon des modèles hérités, mais selon sa propre logique éprouvée sur son propre terrain le s'imposa alors avec une clarté surprenante. L'autonomie n'était plus une aspiration future, mais une réalité pleinement déployée, capable de modifier l'équilibre, la confiance et la vitesse au cœur même du conflit. Dans ce domaine,
Dans la sphère institutionnelle, l'effet le plus visible fut la réactivation progressive d'une administration longtemps paralysée par l'insécurité. Les décisions ne dépendaient plus d'une attente externe, mais d'un cadre interne stabilisé, capable de traiter les urgences sans rupture. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les priorités se recentrèrent sur la défense locale, la cohérence technologique et la consolidation d'un récit commun, réduisant l'écart entre terrain et gouvernance. Ce déplacement produisit une énergie nouvelle. L'État ne réagissait plus, il structurait. Dans ce domaine, dans la dynamique économique, un paradoxe se forma. Alors que de nombreux acteurs anticipaient un choc négatif, une stabilisation inattendue prit forme. Les attaques réduites et la lisibilité institutionnelle encouragèrent un début de retour de capitaux, révélant qu'un territoire libéré de l'incertitude pouvait redevenir productif. Sang Sang, plusieurs startups sahéliennes émergèrent dans la cybersécurité, la logistique ou la cartographie radio, reprenant les outils développés durant les mois de préparation. Cette nouvelle économie, discrète mais solide, suggérait qu'une autonomie technique pouvait devenir un moteur de croissance durable. Dans ce domaine, au niveau social, les conséquences se mesurèrent d'abord dans les émotions plutôt que dans les graphiques. Dans les villages du Nord, un sentiment de dignité retrouvée circulait d'après des années de déplacements forcés, renforcés par la baisse nette des attaques. Les familles revenaient progressivement, guidées par la réouverture des routes et la stabilité accrue des zones sensibles. Dans les écoles, la doctrine intelligence, mobilité, unité inspira des modules improvisés, preuve que la victoire ne restait pas militaire, elle devenait éducative. Cet ancrage rendait tangible une transformation quotidienne, vécue plutôt que racontée. Dans ce domaine, au niveau régional, la coordination entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso prit une profondeur nouvelle. Une structure de sécurité ancrée à Niamey plutôt qu'à Paris ou New York commença à consolider les doctrines, les infrastructures et les outils de vigilance commune. Temmolatkat, les capitales sahéliennes devinrent les centres de gravité opérationnels, réduisant la dépendance aux cadres extérieurs et offrant un modèle discret pour d'autres pays africains. Cette reconfiguration n'était pas seulement stratégique, elle redéfinissait la manière dont une région entière concevait sa propre sécurité. À travers ces quatre dynamiques, une évidence se forma. La victoire tactique n'avait été qu'un déclencheur. La stabilité nouvelle reposait sur la capacité à multiplier des comportements cohérents, à aligner les outils, à renforcer les institutions locales et à maintenir un récit qui ne quittait plus le terrain. Le Sahel ne se contentait plus d'agir, il apprenait à durer. Dans les mois suivant la victoire de Tindiban, trois trajectoires distinctes commencèrent à se dessiner, chacune révélant une manière différente d'interpréter la cohérence sahélienne nouvellement acquise. Le terrain, autrefois marqué par l'incertitude, devenait finalement un laboratoire où les conditions institutionnelles, techniques et diplomatiques se combinaient pour façonner un futur encore malléable. Les 6 à 12 prochains mois ne dépendraient pas d'événements peut-être spectaculaires, mais de la capacité collective à préserver l'alignement construit pendant l'offensive. Dans la trajectoire probable, l'Alliance des États du Sahel maintiendrait une cohésion opérationnelle suffisante pour stabiliser la région. Les réseaux chiffrés éprouvés pendant l'offensive continueraient de fonctionner sans rupture majeure, offrant un socle technique fiable. Les réformes économiques progresseraient lentement, mais sans retour en arrière brutal, permettant à l'administration de consolider ses pratiques. Le principal risque reposerait toutefois sur la fatigue institutionnelle, capable d'éroder la régularité des processus si trop d'urgences simultanées s'accumulaient. Optimiste.
Une configuration plus favorable verrait la doctrine intelligence, mobilité, unité devenir un modèle régional inspirant d'autres pays africains. Les coopérations sud-sud s'approfondiraient, notamment dans la cybersécurité, les microdrones et les infrastructures radiolocales. Cette dynamique rééquilibrerait les partenariats internationaux, moins dépendants des anciens schémas d'intervention. Song-Sang, la région pourrait bénéficier d'un environnement diplomatique moins hostile, permettant aux réformes internes d'avancer dans un climat de pression réduite. Fragile. La trajectoire la plus vulnérable impliquerait un retour des divisions politiques entre les gouvernements sahéliens. Les transmissions communes risqueraient alors de perdre leur stabilité, laissant réapparaître des zones d'ombre tactiques que l'offensive avait temporairement dissipées. Dans ce contexte, des campagnes de désinformation pourraient exploiter la moindre tension et réintroduire une dépendance extérieure indésirable. Les marchés réagiraient négativement, tandis que les infrastructures de coordination se dégraderaient rapidement. Face à ces trois chemins, une recommandation s'impose. Pensez en termes de conditions plutôt qu'en certitude, car la durabilité dépendra moins des victoires passées que de la discipline collective à maintenir l'alignement institutionnel, technique et social qui a rendu cette souveraineté possible. Pour une partie du public, la victoire sahélienne d'octobre 2025 ne représentait pas seulement un événement militaire, mais une démonstration de résilience collective. Le Sahel, longtemps perçu comme un espace vulnérable et dépendant des interventions extérieures, révélait soudain une capacité à se réapproprier ses décisions. Cette transformation touchait plusieurs catégories d'observateurs, chacune avec ses attentes et ses inquiétudes. Ceux qui doutaient du modèle. Pour les sceptiques, cette victoire offrait l'occasion de repenser la relation entre puissance et indépendance. Ils voyaient dans cette opération la preuve qu'un territoire réputé fragile pouvait redevenir acteur de sa propre sécurité. Les signaux de stabilisation institutionnelle et la réouverture progressive des activités locales suggéraient qu'un changement durable était possible. Une première invitation se dégageait, suivre les dynamiques régionales plutôt que les préjugés anciens, ceux qui craignaient l'instabilité future. Une autre partie du public restait prudente, redoutant que l'efficacité opérationnelle ne masque des fragilités politiques plus profondes. Cette inquiétude, loin d'être infondée, soulignait l'importance de maintenir un équilibre entre réponse rapide et gouvernance transparente. Les résultats de l'offensive montraient toutefois que des structures solides pouvaient émerger même dans un environnement chaotique. La suggestion clé pour ce groupe tenait en un mot: vigilance. Les pragmatiques. Pour ceux qui observaient les faits sans a priori, l'expérience sahélienne rappelait qu'une victoire ne se limitait jamais à un champ de bataille. Elle ouvrait la voie à une transformation plus large qui touchait les institutions, les économies locales et la perception collective du territoire. Cette lecture invitait à envisager l'avenir non comme une ligne droite, mais comme une construction continue fondée sur des choix répétés. En somme, la question n'était plus de savoir si l'offensive avait réussi, mais comment chacun pouvait interpréter une souveraineté qui se réinventait au quotidien. La transformation sahélienne ne pouvait survivre qu'à travers une méthode clairement définie, capable de convertir une victoire ponctuelle en stabilité durable. L'objectif n'était pas d'ajouter de nouvelles structures, mais d'ordonner les gestes nécessaires dans un enchaînement mesurable. Ibrahim Traoré avait posé les premiers jalons, mais leur efficacité dépendait désormais de la discipline collective et de la constance régionale. Harmoniser les forces. Les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger devaient synchroniser leur formation, leur transmission et leurs protocoles dès les prochains mois. Cette harmonisation visait à garantir une cohérence opérationnelle sans dépendre d'architectures extérieures.
La mesure clé reposerait sur la rapidité des exécutions et la stabilité des communications sous pression. Stabiliser les axes libérés. Les ingénieurs, les collectivités locales et les équipes logistiques avaient entre 3 et 6 mois pour transformer les anciens corridors de conflit en zones de circulation sécurisées. L'objectif consistait à rendre le territoire prévisible et productif. Le succès se lirait à travers la reprise des marchés, l'augmentation du trafic et la réduction des incidents. Consolider les infrastructures numériques. Les réseaux chiffrés utilisés pendant l'offensive devaient être renforcés par des équipes techniques réparties entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Le travail s'étendrait en continu, avec une priorisation des antennes locales les plus exposées. La performance serait évaluée par la fiabilité des transmissions et la résistance aux perturbations. Prévenir les tensions sociales. Les collectivités régionales avaient environ 12 mois pour développer des programmes civils, culturels et éducatifs afin de réduire la méfiance née de décennies de violence. L'indicateur principal résiderait dans la participation communautaire et la diminution des tensions frontalières. Instaurer une coordination permanente. Un conseil dédié devait assurer la continuité diplomatique, la gestion des infrastructures et la vigilance commune. Sa valeur serait jugée sur la régularité des décisions et la rapidité des réponses en cas d'alerte. L'ensemble dessinait une trajectoire simple: bâtir, relier, sécuriser et transmettre pour que la souveraineté devienne une méthode durable plutôt qu'un moment exceptionnel. Lorsque le vent retomba sur Tindiban, le paysage prit l'étrange allure de quelque chose déjà vécu. Les dunes silencieuses, les traces effacées et cette lumière vacillante qui rappelait la salle nue de Ouagadougou où les premières décisions avaient été pesées autour d'une carte usée. Rien n'avait vraiment changé dans l'apparence du terrain, pourtant tout semblait transformé dans la manière de l'habiter. Les soldats reconnaissait, dans ce calme retrouvé, l'écho de la méthode patiemment construite pendant des mois, celle qui avait fait naître une cohérence longtemps jugée impossible. Au centre de cette atmosphère suspendue, Ibrahim Traoré observait les herbes qui repoussaient, là où se dressaient autrefois des campements ennemis. Son geste demeurait simple, presque humble, poser une main sur le sable pour mesurer ce qui, désormais, tenait debout par la volonté collective plutôt que par la chance. Cette scène ne cherchait pas à exalter une victoire, mais à rappeler d'où elle venait, d'un geste répété, d'un partage de charges, d'une décision prise ensemble sur une carte fatiguée mais fidèle. Dans ce retour au motif initial, une certitude se dessinait: ce qui relie dure plus que ce qui frappe. La transformation sahélienne ne repose plus uniquement sur une opération militaire, mais sur la manière dont une région entière choisit de raconter et de partager ce qu'elle a reconquis. Les gestes de simples, les réseaux locaux et les décisions ancrées dans le terrain deviennent autant de symboles d'une souveraineté qui se construit pas à pas. Dans les marchés, les écoles ou les villages frontaliers, cette dynamique circule désormais comme une mémoire vivante, transmise plutôt qu'imposée. À mesure que ce récit se diffuse, une responsabilité collective apparaît: maintenir l'attention, écouter les signaux faibles et reconnaître les moments où la cohérence risque de s'effriter. C'est dans cette vigilance partagée que réside la durabilité du modèle, bien plus que dans un slogan ou un événement spectaculaire. Song, la compréhension de ces mécanismes invite chacun à suivre, commenter et débattre pour enrichir le dialogue régional. Si ce parcours vous interpelle, vous pouvez prolonger la réflexion, partager votre lecture ou suggérer d'autres angles pour éclairer les mois à venir. Alors, quelle place pensez-vous que chaque communauté pourra prendre dans cette souveraineté en construction?